Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir cette nouvelle semaine d'information en votre compagnie. À la une ce soir, l'Occident est-il encore capable de faire la paix? De l'Ukraine à Israël, en passant par l'Arménie ou l'Afrique, le monde s'embrasse face à un Occident au mieux spectateur, au pire pyromane. Nous reviendrons ensuite en France avec le projet de loi immigration arrivé à la Chambre haute ce lundi, un texte qui pourrait faire imploser la Macronie. Et puis nous nous intéresserons à l'ouverture du procès du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République avec les explications de l'avocat Régis de Castelnau. Un mois après l'attaque sur le territoire israélien, les frappes de Tel Aviv continuent de s'abattre sur la bande de Gaza, un territoire désormais presque coupé en deux. Dans le même temps, le conflit en Ukraine s'éternise et des Arméniens ont été contraints de quitter leur terre. Un point commun, la disparition diplomatique de l'Occident. L'Occident en a-t-il définitivement fini avec la paix? Alors que les conflits se multiplient sur la planète, les voies diplomatiques promotrices de pourparlers ou de négociations manquent à l'appel. Au Proche-Orient, il s'est désormais écoulé près d'un mois complet depuis la terrible attaque meurtrière sur le territoire israélien à l'origine de 1400 morts, dont une grande majorité de civils innocents. Depuis ce 7 octobre, la riposte israélienne, blessée en son sein mais aussi dans sa politique, continue de frapper la bande de Gaza. L'objectif officiel, déloger les terroristes du Hamas ou de factions assimilées qui ont à cœur de frapper Israël. Une opération particulièrement complexe dans la mesure où les bombardements réguliers entre Tel Aviv et le territoire palestinien ont favorisé la réalisation sous Gaza d'un véritable réseau souterrain pour se mettre à l'abri des bombes. C'est d'ailleurs au fil de ces méandres que des otages pourraient encore être retenus prisonniers. En effet, seules 5 personnes ont été libérées pour le moment, 4 par les ravisseurs eux-mêmes et une 5e, une militaire israélienne, aurait été délivrée par Tsahal la semaine dernière. Tristement peu par rapport aux 199 personnes déclarées prisonnières. Si Tel Aviv affirme avoir éliminé des dizaines de terroristes depuis le début de la riposte, le chiffre de 10 000 morts devrait désormais être atteint du côté palestinien, un drame quand on sait le territoire peuplé pour moitié par des enfants. Face à ces bilans israéliens et palestiniens particulièrement macabres pour un résultat aussi discutable que difficile à appréhender, la paix, elle, tarde toujours à percer dans le débat. Si quelques voix s'élèvent timidement pour réclamer une trêve, sorte de pis-aller d'un cessez-le-feu irrecevable pour Israël qui ne mange pas de pain, la situation n'évolue plus depuis des semaines, à l'exception d'un compteur macabre. Une comptabilité à laquelle l'Occident assiste, confie dans un effort de repentance mal exécuté et un rôle de donneur de leçons inexorablement frappé par ces doubles standards. Comment comprendre ainsi que l'on tolère l'affranchissement de certaines résolutions de l'ONU par Israël lorsque l'on applaudit la délivrance d'un mandat d'arrêt international aussi ridicule qu'inutile à l'encontre de Vladimir Poutine? Comment ne pas défendre le peuple arménien du Haut-Karabakh quand il est privé de terre par l'Azerbaïdjan, pourtant armé par l'allié occidental israélien? Pourquoi avoir fermé les yeux sur les vexations de Kiev à l'égard des populations du Donbass en méprisant les accords de Minsk et l'élargissement otanien à l'Est jusqu'à pousser la Russie à entrer en Ukraine? L'Occident aurait-il donc perdu sa boussole ou aurait-il définitivement changé de fuseau horaire? Le dialogue n'est, quoi qu'il en soit, plus de son côté. Malgré ses échecs diplomatiques, l'Occident se cambre encore et refuse de négocier. L'Ukraine est à l'os, les soldats sont tombés et tombent encore pour un conflit que leur pays ne pourra pas gagner. Mais Volodymyr Zelensky, renforcé par Washington, campe sur ses positions intenable en misant sur le retour du Donbass meurtri dans son territoire. L'Occident et ses alliés sont encore bercés de l'illusion qu'ils dominent le monde et gagneront à la fin plus malin. C'est sans doute cette idée qui a naguère poussé le gouvernement israélien à promouvoir le Hamas au détriment du Fatah, avec qui la solution à 2 États pouvait encore être discutée. L'Occident est et exige, pense-t-il encore. Pourtant, la diplomatie récente place en son cœur l'empire du milieu. La Chine est parvenue, certes de façon éphémère, à rapprocher l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle est accueillie à bras ouverts, à l'instar de la Russie sur le continent africain, qui tente à se débarrasser de la présence européenne. Certains ont même espéré de la Turquie un rôle pour négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie. L'Occident s'est mis hors jeu, mais veut encore jouer l'arbitre, jusqu'à ce que résonne définitivement la fin du match, avec plus que des morts sur les bancs de touche.
Gérald Darmanin, dos au mur. Le projet de loi immigration est enfin débattu au Parlement. Le texte, conçu pour faire plaisir à tout le monde, ne satisfait finalement personne et son avenir incertain pourrait dégrader encore plus l'image du gouvernement. Le point de Renaud de Bourleuf. L'immigration va-t-elle mettre le feu à la Macronie ? Ce lundi, l'examen du projet de loi a enfin démarré au Sénat avec plus de 7 mois de retard sur le calendrier. Plusieurs jours de débat avant le vote solennel le 14 novembre, suivi de l'examen à l'Assemblée nationale au mois de décembre, moment probablement redouté par le gouvernement en raison des vives oppositions qui s'exprimeront alors. L'heure n'est pourtant pas à la détente au Sénat. La stratégie du « en même temps » ne fonctionne plus, même si le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin semble y croire encore. Être plus dur contre les étrangers délinquants, tous les expulser, et puis en même temps comprendre en effet qu'il y a des personnes que l'on demande à régulariser. Je pense par exemple à la nounou. En d'autres termes, plaire à la fois à la droite et à la gauche. Résultat, il finit par déplaire à tout le monde. Au cœur des tensions, l'article 3. Il envisage la régularisation des clandestins travaillant dans des secteurs dits en tension. Une ligne rouge pour les Républicains comme pour le Rassemblement national. Pour le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, cette mesure ouvre les vannes de l'immigration. Il pointe ainsi les contradictions d'un texte, pourtant présenté par Gérald Darmanin comme le plus ferme depuis 30 ans. Reste que le Premier ministre Elisabeth Borne n'a pas l'intention de faire l'impasse sur l'article 3, qu'elle présente comme une mesure de bon sens largement partagée, dont le gouvernement a bien besoin pour satisfaire la gauche. Avec seulement 22 élus sur 348, les macronistes n'ont guère d'autres alliés dans la Chambre haute que les 64 sénateurs socialistes et les 17 écologistes, bien insuffisants pour faire pencher la balance en leur faveur. Seule solution, faire les yeux doux au groupe Union centriste et à ses 56 élus. Leur chef de file, Hervé Marseille, est favorable au texte dans son ensemble, mais ne souhaite pas pour autant se mettre à dos la majorité LR. Une solution pour lui, faire accepter l'article 3 avec un amendement restrictif. Selon son idée, le titre serait accordé à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir discrétionnaire des préfets. C'est déjà le cas en vertu d'une circulaire de 2012, la différence étant que la demande pourrait cette fois émaner directement du clandestin. Certains sénateurs LR tels que Francis Szpiner seraient prêts à aller en ce sens. Gérald Darmanin devrait donc porter un texte adopté par le Sénat avec des amendements. Des amendements qui ne permettront toutefois pas davantage de faire consensus au Palais Bourbon, au point que l'on imagine déjà un nouveau 49.3. En pareil cas de figure, non seulement Elisabeth Borne ternirait davantage sa maigre cote de popularité, mais Gérald Darmanin se discréditerait totalement. Pas étonnant qu'il ait affirmé dimanche être opposé à l'usage du 49.3 sur ce texte. Si la Chambre haute rejette le projet, le texte sera alors déposé dans sa version initiale à l'Assemblée. Lors de cette étape, LR ou le RN devraient donner de la voix pour se faire entendre. Les députés RN ne se privent pas d'égratigner la politique de Gérald Darmanin, alors même que le texte n'est encore qu'au Sénat. On a Gérald Darmanin qui arrive, qui fait le matamor et qui dit « Moi, maintenant, l'immigration, je vais lutter, on va arrêter, on va remettre les choses dans l'ordre. » Sur le papier, pourquoi pas ? Première mesure concrète, on va régulariser des sans-papiers qui travaillent illégalement. La politique du « en même temps » pourrait conduire à un rejet du texte au Parlement. Avec un tel échec, il deviendra difficile pour le locataire de la place Beauvau de penser à 2027 en se rasant le matin. Un garde des Sceaux face au juge. Depuis ce lundi matin, le procès pour prise illégale d'intérêt contre Éric Dupond-Moretti est ouvert. Lui est reproché une demande d'enquête administrative sur des magistrats qui avaient ordonné son placement sur écoute dans l'affaire Sarkozy, celle dite Paul Bismuth. Une infamie, je cite, contre laquelle l'intéressé a promis de se défendre. C'est une affaire qui fait tâche. Depuis ce lundi, Éric Dupond-Moretti comparaît devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Un procès que le garde des Sceaux a décidé d'affronter tout en conservant ses fonctions, alors que la procédure a été lancée le jour même de sa nomination place Vendôme en juillet 2020. Une rapidité judiciaire qui n'a pas surpris l'avocat Régis de Castelnau, auteur de « Une justice politique » aux éditions de l'Artilleur. La magistrature, dans son ensemble, parce qu'ils avaient soutenu la procédure de disqualification contre Fillon, a fait élire Macron. Et elle le sait, elle le ressent comme tel. Et lorsqu'il a fallu, après Belloubet, nommer un nouveau garde des Sceaux, la magistrature était persuadée que ce serait François Molins, qui était avocat général auprès de la Cour de cassation, qui serait nommé garde des Sceaux. Manque de chance, Emmanuel Macron, société du spectacle oblige, a pris un des représentants les plus caricaturaux de cette société du spectacle, un avocat, et qui s'est retrouvé à cette place uniquement parce que ça faisait joli pour Emmanuel Macron. La magistrature l'a très mal perçu et s'est lancée à ce moment-là dans une procédure à l'encontre du nouveau garde des Sceaux pour démontrer que finalement
son poids politique lui permettait de choisir négativement le garde des Sceaux. Vous nous en nommez un qu'on n'aime pas, eh bien, on va tout faire pour qu'il soit obligé de partir. Un coup de pression de la magistrature mécontente qui n'ôte rien aux reproches que l'on peut faire au garde des Sceaux sur le plan politique. Toutefois, sur le fond de l'affaire, Régis de Castelnau considère que la procédure n'est pas fondée. Une procédure sur la base de ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt, qui est une incrimination du code pénal qui ne sanctionne pas des faits particuliers, qui sanctionne une situation. Lorsque vous mélangez vos responsabilités publiques et vos intérêts privés. C'est ça la prise illégale d'intérêt. Il faut savoir que c'est François Molins lui-même qui a conduit la procédure, puisque toute l'instruction devant la Cour de justice de la République, qui juge les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, c'est pour des raisons de séparation des pouvoirs que existe cette juridiction. Eh bien, c'est François Molins qui a conduit cette procédure. Alors sur l'infraction elle-même, moi j'ai regardé, on ne va pas rentrer dans le détail, ça ne tient pas debout. Et si les fondements juridiques ne sont pas réunis pour menacer le garde des Sceaux dans ses fonctions, son procès pourrait toutefois lui faire un sacré tort politique et pour cause. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les syndicats de magistrats qui ont lancé la procédure, c'est François Molins concerné, qui rêvait d'être garde des Sceaux, qui l'a conduite. Donc, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt là, je me demande quelle doit en être la définition. Et aujourd'hui, ça va venir devant la Cour de justice de la République où les parlementaires sont majoritaires. J'ai appris que Mme Obono avait été élue. Vous pensez bien que ça va être le théâtre des règlements de compte. Donc, on va se retrouver avec une procédure que je considère inconstitutionnelle, puisqu'en fait, elle donne quasiment à la magistrature le pouvoir de choisir son garde des Sceaux, un règlement de compte politique, et tout ça au détriment du fonctionnement normal des institutions, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Celui qui décide qui est garde des Sceaux, c'est le président de la République. Or, il a été élu grâce à la magistrature, et aujourd'hui, elle lui présente la facture. Une facture dont Dupond-Moretti pourrait bien être le premier à s'acquitter, de quoi peut-être satisfaire ses adversaires politiques, mais pas les défenseurs du droit, lesquels auraient sans doute préféré voir la justice s'attarder sur la fameuse Maserati, drôlement achetée à Monaco. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref en compagnie de Renaud de Bourleuf. Nouvelle opération séduction du président. Emmanuel Macron a donné rendez-vous au chef de parti le 17 novembre prochain à Saint-Denis, dans la lignée de la réunion qui s'était tenue fin août au même endroit. Officiellement, la rencontre doit évoquer les pistes pour organiser un référendum où chaque participant pourra faire ses propositions. Si certains devraient arriver avec des idées sur les questions régaliennes et migratoires laissées à l'abandon par la Macronie, tout porte à croire que les conclusions se contenteront de faire la part belle aux propositions sociétales, et tout particulièrement à l'obsession des progressistes, l'euthanasie. Sur la forme, Emmanuel Macron devrait consentir à proposer un abaissement des seuils pour l'organisation d'un référendum d'initiative populaire en passant de 5 millions à 1 million d'électeurs, et 93 parlementaires contre actuellement 185. Les citoyens devraient également pouvoir être à l'origine du référendum d'initiative populaire, le RIP, tandis qu'aujourd'hui l'initiative est laissée aux parlementaires, rendant de fait le RIP pas si populaire. La réunion de Saint-Denis devrait également permettre d'évoquer la diplomatie en déshérence de la Macronie et la décentralisation avec la Corse et la Nouvelle-Calédonie en ligne de mire. Un programme qui afflige les Verts qui ne voient pas au programme la question du changement climatique. Pas de retour en arrière pour l'inflation alimentaire. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques de Sciences Po, l'OFCE, les prix ne baissent pas. Une déclaration qui tranche avec les propos rassuristes des Mozart de la finance du gouvernement français. En effet, grâce aux choix politiques catastrophiques, aussi bien sur le plan énergétique avec le marché européen, ou diplomatique avec les cascades de sanctions contre le gaz russe, la France a subi une inflation à plus de 5%. Si l'INSEE l'estime désormais à 4,9% sur un an en octobre, les Français tirent toujours la langue. Et c'est parti pour durer, selon Éric Heyer, le directeur du département analyse de l'OFCE. Quand il y a une inflation mais pas de hausse de salaire, il ne peut pas y avoir de croissance. Pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, semble assez fier d'annoncer une croissance prévue par l'INSEE à 0,1%, très en dessous de celle de la Russie, ne lui en déplaise. Pas de baisse non plus pour la facture d'électricité. Vendredi, le ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que les prix de l'électricité ne bougeront pas d'ici la fin de l'année. Elle a toutefois rajouté qu'au 1er février 2024, le tarif réglementé augmentera, pas plus de 10% grâce au bouclier tarifaire. La mesure a pourtant progressivement été écartée par le gouvernement, entraînant le 1er août dernier une hausse des prix de 10%.
Le ministre a également voulu rassurer en annonçant un hiver moins inquiétant que l'an dernier avec 36 centrales tournant à plein régime. Mais elle appelle tout de même les Français à la sobriété énergétique, assurant que c'est ce qui permet à notre système électrique de mieux fonctionner. Les mosquées de Roissy s'invitent à l'aéroport. Dimanche, une prière musulmane collective a été organisée sur le fait dans le hall de Roissy-Charles de Gaulle. Un groupe de voyageurs sur le point de partir pour la Jordanie s'est agenouillé au milieu d'autres passagers, alors qu'il y a des lieux dédiés à la prière dans les aéroports. Le président du groupe ADP, anciennement Aéroport de Paris, a réagi en assurant qu'il s'agissait d'une première et qu'il ne fallait pas monter en exergue cet épisode inédit. Un épisode qui rappelle le livre de Philippe de Villiers intitulé « Les mosquées de Roissy ». Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Le député Horizon Béatrice Bellamy, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans les fédérations sportives, a clôturé l'audition du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, d'une drôle de façon. Ah, je suis à l'aise. Donc j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition à l'occasion de cette commission d'enquête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes au prochain match de l'équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Ah, là, il faut passer par mon président. Là. Et ça sera un grand plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur un prochain match. Une belle illustration du copinage dans le sport que la commission n'hésitera sans doute pas à pointer parmi les dérives mises en lumière. C'est une affaire qui ne va pas arranger la crise du logement. La Cour d'appel de Paris a condamné un administrateur de biens pour avoir signé un bail avec un locataire dont la situation financière n'était pas assez solide. En cause, le logement d'une personne âgée confiée en mandat à une importante marque d'administration de biens. L'enseigne se tourne alors vers une agence immobilière qui choisit une retraitée pour entrer dans le logement pour un loyer mensuel de 1 550 €. Problème, cette dernière est sous curatelle renforcée avec une allocation mensuelle de 706 € et 90 000 € sur un plan d'épargne retraite. 10 ans plus tard, en 2015, l'épargne a fondu et la locataire ne peut plus payer. Situation qui perdure jusqu'en 2018 au départ de la vieille dame qui laissera un impayé de 69 000 €. La justice a donc condamné l'administrateur de biens à rembourser le manque à gagner des héritiers de la propriétaire, désormais décédée, estimant qu'il aurait dû s'assurer de la solvabilité de la locataire dans la durée. Une conclusion heureuse pour les propriétaires qui devrait toutefois avoir de lourdes conséquences sur le marché de l'immobilier, déjà tendu, en rendant l'accès à la location encore plus restrictive. Retrouvez votre journal avec terredefrance.fr. Maroquinerie, textile et parfumerie fabriquées en France. Et voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Le philosophe Gérard Leclerc présente son ouvrage « Une autre action française ». À Rouen, c'était pour le centenaire de la naissance de Maurras. En 1968, moi j'étais tout jeune et j'ai fonctionné avec Gustave Thiebaud, ce qui était vraiment pour moi un très grand honneur. Et je me souviens du cadre, d'ailleurs c'était une église désaffectée de Rouen, une très belle église qui avait été changée en salle de conférence. Je me souviens de toute une conversation avec Gustave Thiebaud dans les vieilles rues de Rouen. Et puis, je l'ai revu plusieurs fois, j'avais lu ses livres, et dès nos premières rencontres, évidemment, il y a eu tout de suite une grande entente. Également au programme de votre soirée, Politique Éco, Pierre Bergerot reçoit l'entrepreneur Antonio Impellizzeri pour proposer des solutions aux petits patrons actuellement pris à la gorge par les prêts garantis par l'État. À présent, c'est le moment de retrouver la chronique Les Affranchis. Ce soir, Philippe Béchade évoque la mort de la démocratie. Et c'est à présent la fin de cette édition. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer notre référencement sur la plateforme. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.